Imaginez un monde où les meilleurs jeunes joueurs signent tous dans la meilleure équipe. L'équipe la plus riche, la plus attractive, la plus titrée. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le football européen. Les meilleurs jeunes signent au Real Madrid, au PSG, au Barça ou à Manchester City. Les riches deviennent plus riches et les plus faibles restent faibles. La NFL, elle a décidé très tôt que ce modèle ne fonctionnerait pas pour elle. Et en 1936, elle invente un système qui allait changer le sport professionnel pour toujours, la draft. Le principe est simple et plutôt génial. Chaque année, les joueurs universitaires qui veulent passer professionnels sont disponibles pour être sélectionnés par les 32 franchises de la NFL. Et l'ordre de sélection est inversé. La pire équipe de la saison précédente choisit en premier et la meilleure en dernier. Pourquoi ? Tout simplement parce que la NFL veut la parité. Elle veut que chaque fan, chaque saison puisse croire que son équipe a réellement une chance de gagner. Et la draft, c'est l'outil numéro 1 pour y parvenir. L'équipe qui a le pire bilan reçoit le droit de choisir le meilleur joueur. C'est une deuxième chance un petit peu institutionnalisée. Et c'est pour ça, finalement, que la NFL est peut-être la ligue sportive la plus compétitive au monde. Maintenant qu'on sait pourquoi la draft existe, voyons comment elle fonctionne concrètement. La draft, elle se compose de 7 tours. Et chaque franchise reçoit un pick par tour. Ce qui donne 32 sélections par tour. Au total, avec les pics compensatoires, mais ça on en reparlera plus tard, ça représente environ 260 joueurs sélectionnés chaque année. L'ordre de sélection dans le premier tour est déterminé par le bilan de la saison précédente. L'équipe avec le pire bilan choisit en premier. L'équipe qui a perdu le Super Bowl choisit en 31e position. Et celle qui a remporté le Super Bowl choisit en dernier, en 32e position. Si deux équipes ont le même bilan, et c'est la force du calendrier qui va départager tout ça. L'équipe qui a affronté les adversaires les plus faibles choisit en premier. L'idée, c'est que si tu as le même bilan qu'une autre équipe, mais que tu as joué un calendrier plus facile, c'est probablement parce que tu as peut-être besoin d'un peu plus d'aide. Et cet ordre se répète à chaque tour, avec peut-être une toute petite subtilité. Les équipes qui ont le même bilan, elles vont alterner leur position d'un tour à l'autre pour que ce soit plus équitable. Mais attention, et c'est très important, cet ordre n'est jamais figé. Les équipes peuvent échanger leurs picks entre elles. On appelle ça des trades et c'est là que la draft devient un vrai jeu de poker. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Parce qu'en plus des 32 picks par tour, la NFL distribue chaque année environ 32 picks supplémentaires qu'on appelle des picks compensatoires. Ces picks, ils sont attribués aux équipes qui ont perdu plus de joueurs lors de la free agency qu'elles n'en ont signé. Le calcul, il est basé sur une formule qui prend en compte le salaire du joueur perdu, son temps de jeu et ses récompenses individuelles. Plus le joueur perdu est important, plus le pic compensatoire est élevé. Et ces fameux pics compensatoires, ils sont distribués entre les tours 3 et les tours 7. C'est un mécanisme intelligent parce que finalement, il protège quand même les équipes qui développent bien leurs joueurs. Si tu formes un excellent joueur et qui part en free agency pour un gros contrat, la NFL te compense avec un pic de draft. Globalement, ça encourage les franchises à investir dans le développement des joueurs. La draft, elle dure 3 jours. Mais la préparation pour la draft, elle dure tout au long de l'année. Et c'est peut-être l'aspect le plus fascinant de tout ce processus. Chaque franchise NFL emploie une armée de scouts. C'est des recruteurs qui vont sillonner les universités américaines en NCAA tout au long de l'année. Et leur travail est très simple, évaluer les joueurs, regarder des heures et des heures de vidéos, assister aux matchs et rédiger des rapports détaillés sur chacun de ces joueurs. Un scout, évidemment, ne va pas juste regarder si un joueur est bon. Il évalue sa technique, l'intelligence de jeu, le caractère, le potentiel physique, la capacité à apprendre, la résistance aussi aux blessures. Est-ce que ce joueur peut réellement s'adapter au niveau NFL ? Finalement, ces questions, elles sont quand même aussi importantes que les performances en elles-mêmes sur le terrain. En février ou mars, la NFL va organiser un événement qu'on appelle le Combine. C'est un espèce de camp d'évaluation où tu as environ 300 des meilleurs prospects universitaires qui viennent pour se montrer et se tester sur une série d'épreuves physiques et techniques devant l'intégralité des dirigeants de la NFL et de tous les scouts. Et certains de ces tests physiques sont devenus littéralement légendaires. Par exemple, le 40 yard dash. C'est un sprint sur 36 mètres, donc 40 yards, qui mesure juste la vitesse pure. Et c'est forcément le test le plus médiatisé. Et on a plein d'exemples de 40 yards dash légendaires, dans le positif comme le négatif. Il y a aussi le bench press.
C'est combien de fois un joueur peut soulever 102 kilos. Ça mesure la force de tout le haut du corps. Il y a aussi après les drills de position. C'est des exercices qui sont spécifiques à chaque position. Le quarterback va lancer des passes sous pression. Un cornerback va essayer de faire des changements de direction. Mais en fait, le combine, et c'est peut-être pour moi la partie la plus intéressante, c'est que c'est pas que des tests physiques. Les équipes font aussi passer des entretiens de 15 minutes à chaque joueur qui les intéresse. Et ils posent des questions sur absolument tout. La famille, le caractère, la gestion de la pression, les erreurs passées. Et il y a même aussi un test d'intelligence. Oui, ça s'appelle le Wonderlic. Il y a 50 questions en 12 minutes qui évaluent finalement les capacités cognitives du joueur. Et après ce combine, largement médiatisé, chaque université va organiser ce qu'on appelle des Pro Day. C'est une journée un petit peu porte ouverte où les joueurs qui n'étaient pas forcément invités au combine ou ceux qui veulent juste améliorer leur performance peuvent se montrer là aussi devant les scouts. C'est aussi l'occasion de voir évoluer un joueur dans des conditions beaucoup plus familières. Enfin, chaque franchise a le droit d'inviter jusqu'à 30 joueurs pour des espèces de visites privées dans leurs propres installations. Et ces visites sont cruciales parce qu'elles permettent aux coachs et à la franchise de passer un petit peu de temps en tête-à-tête justement avec ces joueurs. Alors tout ce processus, le scouting, le combine, les pro days, les visites privées, ça produit des centaines et des centaines de pages de rapports sur chacun de ces joueurs. Et c'est à partir de ces rapports que les franchises vont constituer ce qu'on appelle les big boards. C'est leur classement personnel des meilleurs joueurs qui vont être disponibles. C'est probablement le document le plus secret et le plus précieux que chaque franchise détient avant la draft. Alors le jour J, ça se passe comment concrètement ? Généralement, fin avril, la draft se déroule sur 3 jours consécutifs. Le premier jour, c'est le premier tour, c'est le jeudi soir. C'est le grand moment que tout le monde attend. Ça passe en prime time aux US, c'est à 20h heure locale. Et c'est même diffusé quand même à la télévision nationale en direct. Il y a un podium, il y a des milliers de fans dans la salle et une tension pour chacun de ces pics qui est palpable. Concrètement, chaque équipe elle a 10 minutes pour faire son choix. Ça peut sembler beaucoup, mais quand il y a potentiellement des millions de dollars qui sont en jeu et l'avenir de ta franchise, finalement, ça passe quand même relativement vite. Et surtout dans le cas où vous êtes en train de négocier un trade avec une autre équipe pour échanger vos pics. Quand une équipe finalement a fait son choix, son représentant remet une carte de sélection aux officiels de la NFL. Puis, le commissaire de la NFL va monter sur le podium et annonce le pick. Le joueur sélectionné monte sur scène, enfile la casquette de sa nouvelle équipe et pose évidemment pour la photo à côté du commissaire de la NFL. C'est un moment qui change des vies, littéralement. Un joueur universitaire le matin devient un millionnaire à la fin de la journée. Le lendemain, le vendredi, les tours 2 et 3 se déroulent sur un rythme déjà un peu plus soutenu. Il n'y a que 7 minutes par pick au deuxième tour et 5 au troisième. Et le samedi, les tours 4 à 7, là par contre, on enchaîne. Ça va encore plus vite. C'est 5 minutes par pick au tour 4, 5 et 6 et seulement 4 minutes lors du dernier tour. Et là, l'ambiance, elle change complètement par rapport au premier tour. Le jeudi soir, c'est le spectacle. C'est le spectacle qui est télévisé. C'est les paillettes. C'est l'émotion. Le samedi après-midi, c'est du travail de bureau. Les scouts et les GM sont au téléphone, cherchent des opportunités, négocient des échanges de dernière minute. Et si une équipe, par exemple, elle ne soumet pas son choix à temps, elle ne le perd pas son pick. Mais c'est juste que l'équipe qui devait choisir après, en fait, peut choisir avant elle et potentiellement prendre le joueur que cette franchise voulait. C'est extrêmement rare, mais c'est déjà arrivé et c'est quand même relativement embarrassant pour une franchise. Franchement, si la draft, c'était juste un classement où on attend que chaque équipe ait choisi, ce serait quand même sacrément ennuyeux. Ce qui rend la draft absolument passionnante, ce sont les trades, les échanges de picks entre les équipes. Une équipe, elle peut échanger un ou plusieurs picks de draft contre des picks d'une autre équipe. Elle peut aussi inclure des joueurs dans l'échange, par exemple. Et elle peut même échanger des picks de draft futurs. Ces trades, finalement, peuvent se faire pendant la draft ou aussi avant la draft. Les trades en direct sont certainement les plus excitants parce que tout le monde négocie en quelques minutes pendant que le chrono y tombe. Parce que je vous rappelle, vous n'avez que 10 minutes pour choisir. Comment les équipes savent-elles si un trade est équitable ? En fait, dans les années 90, Jimmy Johnson, le coach des Cowboys de Dallas, a développé un outil qui a révolutionné la NFL, c'est le Value Chart. C'est un tableau qui attribue une valeur en points à chaque pick de la draft. Pick numéro 1, par exemple, vaut à peu près 3000 points. Le pick 16 en vaut 1000 et le pick 32 environ 590. Et un pick de 7e tour vaut à peine 2 ou 3 points. Donc, quand deux équipes
négocient leur trade, elles comparent les pics des points échangés pour s'assurer que c'est à peu près équivalent. Si une équipe veut monter du pic 12 au pic 3, elle devra offrir l'équivalent en points, souvent un pic 12 plus un autre pic de premier tour ou de deuxième tour. Évidemment, ce système il a été mis à jour au fil des années, mais finalement le principe reste relativement le même. Plus un pic est haut, plus il a de la valeur. C'est logique. Alors finalement, il y a deux grandes stratégies de trade lors de la draft. La première, c'est monter, ce qu'on appelle en anglais trade up. Par exemple, une équipe qui a un besoin spécifique d'un joueur bien particulier, souvent un quarterback, elle va sacrifier plusieurs picks pour pouvoir remonter dans l'ordre et être sûre et certaine de pouvoir le sélectionner. Évidemment, c'est un pari risqué puisque tu mises tout sur un joueur. Mais si c'est le bon, t'as gagné. Si c'est le mauvais, t'as hypothéqué l'avenir de ta franchise pour rien. La deuxième stratégie, c'est de descendre. Le trade down. Finalement, une équipe qui a beaucoup de besoins va échanger un pic très élevé contre plusieurs pics, mais plus bas dans l'ordre de la draft. L'idée, c'est d'avoir plus de coups à jouer. Au lieu d'avoir un joueur potentiellement excellent, tu as 3 ou 4 joueurs potentiellement bons. Généralement, c'est la stratégie des équipes qui sont en reconstruction. Les équipes qui gagnent le Super Bowl, ce sont généralement celles qui maîtrisent parfaitement cet art des trades lors de la draft. Accumuler du capital de draft, c'est accumuler des billets de loterie. Et donc, plus t'en as, plus t'as de chances de trouver ton futur joueur de franchise. Le moment est venu. Le chrono tourne. Ton équipe est sur le point de choisir. Et c'est là que la décision la plus difficile de toute la draft se pose. Est-ce que tu prends le meilleur joueur disponible ou est-ce que tu prends le joueur dont ton équipe a le plus besoin? La philosophie BPA, c'est-à-dire le Best Player Available, prend le joueur le mieux classé sur ton big board, peu importe le poste. Si le joueur disponible, c'est un defensive end et que tu as déjà 3 bons defensive end, tu le prends quand même. Parce que le talent, c'est le talent. Tu pourras peut-être toujours l'échanger plus tard pour réorganiser ton roster. L'avantage du BPA, c'est que tu forces jamais un choix. Tu prends le meilleur joueur disponible à ce moment-là. Point final. L'inconvénient, c'est que tu peux te retrouver avec un roster qui est complètement déséquilibré. Beaucoup de talent à un poste donné ou plusieurs, et puis des trous béants sur d'autres. L'autre philosophie, c'est de drafter en fonction des besoins de ton équipe, ce qui paraît aussi relativement logique. Si t'as pas besoin de quarterback, tu prends pas de quarterback. Si ta ligne offensive est une passoire, tu vas chercher un joueur de ligne offensive. L'idée, c'est de combler tes faiblesses en priorité. L'avantage, c'est que chaque pick renforce directement ton équipe. L'inconvénient, c'est que tu peux te retrouver à devoir forcer un choix. Prendre un joueur qui finalement est peut-être moyen à un poste de besoin, alors qu'un joueur exceptionnel était peut-être disponible sur un autre poste. Mais dans la réalité et en pratique, les meilleures franchises, elles font un mix des deux. Elles draftent selon le meilleur joueur disponible, mais avec aussi un filtre de besoin. Finalement, c'est un art, c'est pas une science. Et c'est pour ça que certaines franchises draftent systématiquement mieux que d'autres. C'est juste pas de la chance, c'est juste une culture d'évaluation et une prise de décision qui se construit sur des années. Mais finalement, il y a un poste quand même qui va dérégler toutes les stratégies. C'est celui du quarterback. C'est le poste le plus important de ce sport et de loin. Une franchise sans un quarterback de franchise, c'est une franchise qui n'a normalement pas d'avenir. C'est pour ça que les équipes qui ont besoin d'un quarterback sont prêtes à remonter dans la draft et à tout sacrifier pour en prendre un, même si objectivement, c'était peut-être pas le meilleur joueur disponible. C'est sans doute le seul poste pour lequel les équipes sont prêtes à surpayer dans un trade pour pouvoir monter. Parce qu'un bon quarterback, ça vaut plus que n'importe quel autre joueur. Et c'est la différence entre une décennie de compétitivité et une décennie de médiocrité. La draft NFL, c'est quand même le seul événement sportif où il se passe aucun match, mais tu as quand même des millions de personnes qui regardent et il y a une raison à ça. La draft, c'est de l'espoir à l'état pur. Peu importe la saison que tu viens de vivre, que tu aies fini dernier ou que tu aies perdu au Super Bowl, la draft, c'est le moment où tout le monde repart de zéro. C'est un moment où un fan dont l'équipe n'a gagné que 3 matchs la saison passée peut se dire, avec ce joueur, ça va tout changer. Et l'histoire de la NFL est remplie de ces moments où un seul pick a changé le destin d'une franchise. Un quarterback pris au bon moment, un defensive end qui sort absolument nulle part, un receveur que personne n'attendait, et soudain une équipe qui passe de la dernière place au Super Bowl en seulement quelques années. Mais la draft, c'est aussi des erreurs. Des joueurs pris trop haut qui deviennent jamais finalement ce qu'on espérait. Des talents incroyables qui tombent au 2e ou 3e tour parce que les équipes
avaient mal évalué leur potentiel. Certains des meilleurs joueurs de l'histoire de la NFL ont été choisis au-delà du premier tour. Et certains des plus gros busts ont même été choisis en place numéro 1. Et c'est cette incertitude finalement qui rend la draft complètement addictive. Personne ne sait. Pas les scouts, pas les coachs, pas les GM. Tout le monde fait des paris éduqués, mais personne ne peut réellement prédire l'avenir avec certitude. Alors la prochaine fois que tu entendras parler de la draft, maintenant tu sais. Tu sais pourquoi elle existe, comment elle fonctionne, pourquoi des millions de personnes retiennent leur souffle quand le commissaire monte sur le podium. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, bien entendu, abonnez-vous. Je couvre la NFL, tous les sports américains, tout au long de l'année. Et dites-moi en commentaire, quelle est la meilleure sélection de la draft de l'histoire selon vous? Bon, moi j'ai ma petite idée. Je verrai bien en commentaire. On se retrouve très vite.